Bonjour, je suis David Minucci. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans robe. Ici, pas de robe, pas de langage juridique, uniquement des discussions authentiques et sans filtre. J'ai le plaisir de recevoir 3 avocats autour de la table, 3 avocats en plus en droit de la famille, au barreau de Lille. Donc au moins les présentations seront plutôt courtes. Donc nous avons Julie Ducrot, nous avons Perrine Toupry et Vanessa Blo. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle principalement, on verra si on arrive à parler d'autres sujets, mais je voulais qu'on parle principalement du rendez-vous. En plus, vous êtes dans des matières où le rendez-vous client était... Alors, pour tous les cabinets d'avocats, c'est essentiel, mais vous envoyez énormément de clients, puisqu'à chaque fois, logiquement, quand vous divorcez quelqu'un, assez rarement, il va revenir vers vous pour redivorcer. Ça peut arriver, mais c'est vrai. En tout cas, vous êtes obligé à chaque fois d'aller rechercher des nouveaux clients. Et donc, pour vous, c'est important déjà de réussir à trouver ces clients. Et également, il peut y avoir toute une stratégie à mettre en place lors du rendez-vous pour, je sais pas, présenter les prix, quel est le prix du rendez-vous. Enfin bref, on va vraiment discuter de manière assez large au sujet du rendez-vous. Et pour commencer, est-ce qu'on pourrait parler déjà d'où viennent vos clients ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous leur demandez systématiquement d'où ils proviennent ? Quelles sont en gros vos sources de clientèle ? D'où viennent vos rendez-vous ? Je demande toujours à mes clients d'où ils viennent, sauf à quelques exceptions près. Quand le rendez-vous est très tendu et que je vois que la question n'a pas à être posée, je la pose pas. Mais je leur demande sinon presque systématiquement d'où ils viennent. Il y a évidemment des sources, des apports de clientèle très différents. La réponse la plus fréquente, c'est le bouche à oreille, ma cousine, le voisin de ma voisine, etc. Il y a aussi un apport d'institutionnels, c'est-à-dire d'autres confrères qui n'exercent pas dans ma matière et qui me connaissent comme praticienne en droit de la famille et qui m'envoient leurs clients ou des connaissances qui ont des difficultés en droit de la famille, des notaires, des magistrats aussi, même si c'est un peu plus rare parce que les magistrats ils doivent quand même faire attention, ils sont pas censés à mon avis donner de nom d'avocat, mais bon, ça arrive que par indiscrétion je puisse savoir que ça vient d'un magistrat, des huissiers, des interlocuteurs plutôt institutionnels, et puis de manière beaucoup plus résiduelle en ce qui me concerne, des gens qui viennent parce qu'ils ont lu des avis Google. D'accord. Ça arrive, on me le dit. Quand on me dit Internet, je fais préciser, on me dit j'ai vu vos avis sur votre page Google. Parce que du coup, donc tu as une page Google établissement, du coup. Oui, exactement. Et du coup, alors c'est quoi ? C'est des clients qui déposent eux-mêmes des avis ou est-ce que tu les incites à déposer des avis ? Non, c'est plutôt des clients qui déposent des avis. Ouais, c'est de manière automatique. Et c'est toi qui l'as créé ou c'est l'un de tes clients qui l'a créé ? Parce que ils ont la possibilité de la créer. Alors c'est sûr que c'est pas un de mes clients qui l'a créé. Je pense qu'elle s'est créée il y a tellement longtemps que je n'en ai aucune idée. D'accord. J'ai un compte Gmail, donc c'est peut-être que ça s'est fait presque automatiquement. Elle est très ancienne, cette page. En revanche, elle est active depuis moins longtemps. D'accord. Donc c'est quelque chose que t'incites tes clients en tout cas à déposer des avis ou pas du tout ? C'est pas une stratégie que t'as ? Non, c'est pas une stratégie. C'est j'ai l'impression que c'est les clients qui font la démarche sans que tu l'aies initié. Et toi, tu poses la question à chaque fois ? Moi, j'y pense pas forcément. Quasiment, ça fait partie. C'est marrant parce que moi, à l'inverse, ils me le disent. Que j'ai l'info parce qu'ils me le disent. Je pense jamais aller chercher cette info-là. Alors moi, en revanche, j'ai l'impression ou alors c'est parce que je leur laisse pas le temps de le faire, mais ils ne me le disent pas. Si je leur demande pas. Asseyez-vous. Alors vous venez d'où ? Si je leur demande pas, ils ne me le disent pas. Mais ça fait partie des réflexes que j'ai. On a tous une espèce de trame de premier rendez-vous, et ça fait partie des questions que je pose. Moi, c'est un peu les deux pour le coup. C'est un peu les gens qui suggèrent en me disant je vous appelle de la part de... Là, et effectivement, le bouche à oreille est quand même notre apporteur d'affaires principal. On va dire c'est ça sûr. comme ça, c'est évident. Soit si je ne sais pas ou s'ils ne me précisent pas par le biais par lequel ils ont eu mes coordonnées, dans ces cas-là, c'est pour le coup moi qui demande. Et effectivement, j'ai pas mal de gens qui me disent j'ai cherché sur Internet, j'ai vu des avis et j'ai regardé votre site, j'ai trouvé que vous aviez l'air bien en photo. Ça arrive souvent. Ça arrive, c'est vrai, la photo. C'est sur la tête. Est-ce que toi aussi tu dis, et alors j'espère que ça ressemble en réalité. J'ai vieilli. Ça m'arrive, j'ai quelques années de plus, mais bref. Non, ça m'arrive. On peut avoir des clients sur son physique. Même. Il faut croire, même en tant qu'avocat, je crois pas, mais bon, j'en tirerai les conséquences pour avoir fait quelques sites de cabinets d'avocats, la première chose que vont voir les clients, c'est la photo.
mais c'est automatique. Absolument. Et du coup, j'ai mais beaucoup... du coup, les sites sans photo, ils font quoi? Justement, tous les cabinets en droit des affaires ou en droit du travail, etc., qui veulent être très corporate, où ils mettent des photos d'équipe, etc., ou des photos de peinture, enfin bref. Et moi, je trouve que c'est une grosse erreur, justement. Ils devraient présenter, alors peut-être pas mettre... Mais pourquoi? Parce que c'est rassurant. Pourquoi c'est la première... on cherche c'est un une humain. personnalisation, en fait. Surtout en matière de droit de la famille. Moi, je trouve qu'on cherche quand même un avocat avec lequel on va être vraiment en B2B. Donc... il faut quand même se sentir à l'aise. Ça match sur tous les plans. Oui, et puis quoi qu'on en dise, il faut pas se mentir. Moi, je pense que la sensation physique qu'on a quand on rencontre quelqu'un est extrêmement importante. Il y a des gens avec lesquels on se sent très à l'aise. Il y a des gens avec lesquels on n'est jamais à l'aise. Et d'ailleurs, c'est aussi vrai pour les clients. Il y a des clients avec lesquels ça match tout de suite, c'est fluide, le premier rendez-vous se passe hyper bien. On se sent très bien dans cette relation professionnelle. Il y a des gens avec lesquels on les sent extrêmement fermés, ça passe pas, c'est pas fluide, etc. Je crois d'ailleurs qu'il faut se faire confiance sur ces sujets-là, parce qu'en tant que professionnel, si on le sent pas, on n'y va pas, quoi. Et du coup, vous avez réfléchi à mettre en place des vidéos ou non? Pour l'instant, ça reste juste de la photo? Oui, non, parce que la vidéo, c'est vu par 30% des visiteurs sur un site web, donc c'est plutôt faible. Mais en tout cas... quand même. Ouais, c'est déjà pas mal. 30%. Mais en tout cas, je trouve que les cabinets qui ont déjà une vidéo, il y a un taux de conversion qui est quand même supérieur. Donc, c'est-à-dire que c'est une petite proportion, on va dire, des visiteurs qui la regardent. Mais ceux qui la regardent vont plus facilement aller prendre rendez-vous derrière. Et est-ce que c'est des trucs que vous avez... Toi, Vanessa, t'as une vidéo Moi, j'en ai qui est assez même. ancienne? J'en ai deux même, j'en ai une ancienne parce que j'avais fait le concours de l'innovation et du coup c'est à l'occasion de ce concours-là du barreau que j'ai fait cette vidéo et du coup on la retrouve sur mon site internet. Là tu verras que j'ai vieilli. Et on en a fait plus récemment parce que je voulais faire des portraits pour toute l'équipe. Moi je trouve que c'était bien et que ça a changé comme support et puis je l'avais même relayé sur les réseaux, etc. Ça n'a pas forcément été très bien vécu par mes collaboratrices. Qui n'ont pas trop aimé l'exercice et qui ne sont pas senties à l'aise. Alors elles se sont senties à l'aise sur le moment, mais après c'est diffusé, on t'en parle. C'est pas simple. Parce qu'en fait on t'en parle plus d'une vidéo parce qu'il y a du contenu. Tu dis des choses, il se passe des choses. On se découvre exactement. Davantage. Et j'ai eu les filles m'ont dit en gros j'en ai fait une. Stop, pas deux. Ça sera la dernière. Après on en fait de temps en temps. Là, les dernières vidéos c'était plus humoristique. Ouais, c'était une vidéo un peu humoristique. Et moi j'aime bien, je trouve que c'est de mettre un peu de concret et pas juste des photos figées, mais c'est pas forcément stratégique. C'était une volonté à l'instant T d'avoir un support différent. Ouais, mais le rapport à l'image, c'est quand même quelque chose de très personnel. Et je pense que pour le coup, on n'est pas tous à égalité sur ce sujet-là. Et la vidéo met en exergue. Tu te mets en avant, nécessairement plus. Enfin, t'es un peu plus à nu. Puis on est dans une profession et dans une génération où c'était pas si naturel que ça. Il y a des générations, des professions, ce sera plus simple et plus évident. Et aussi par rapport, à mon avis, dans notre profession, aussi par rapport au fait qu'avant tu pouvais pas faire de pub. Et bien sûr. Je pense qu'on a un ADN de discrétion. Toute cette antériorité-là qui fait que t'oses peut-être un peu moins, c'est moins dans les mœurs. Là où on a fait nos stages, personne nous a dit au fait, t'as pensé à faire. On fait jamais de vidéo à la fac. Mais non, mais attends, on m'a jamais parlé de site internet. On était même là. Donc des photos sur ton site internet, rien que ça, t'as l'impression d'avoir révolutionné le truc. Alors que si t'étais une grosse boîte qui vend des trucs, c'est évident. Et puis pour le coup, la vidéo, ça a longtemps été l'apanage quand même de nos confrères pénalistes, pour le coup très médiatiques. Ouais, c'est vrai. Oui, mais liés aux médias. Qui reliaient aux médias. Absolument, et où là pour le coup on avait une grande visibilité, rien qu'en tapant sur Google, on avait des dizaines de vidéos, etc. Et d'ailleurs tu les trouves même parfois avant le site internet du cabinet. Absolument. Et pour le coup c'est moins vrai aujourd'hui, mais je crois, parce que pour moi, ça se démocratise. C'est quand même pas les mêmes vidéos parce que tu ne maîtrises pas du tout ton image. Le journaliste il a prévu de t'interroger, ça vous est arrivé à toutes les deux d'avoir une interview avec un journaliste, il a prévu pas de te faire dire ce qu'il veut, mais il t'emmène là. On est sur un sujet. Ouais, c'est ça. En tout cas, et puis ça parle pas de toi, ça parle quand même d'un dossier à l'instant T. C'est moins un vecteur de communication de ton activité, de qui tu es, alors que ça pourrait l'être un peu plus régulièrement. On pourrait imaginer que au barreau, sur l'annuaire, il y a des choses un peu plus interactives, ou au CNB. Enfin voilà, des annuaires. Ça se développe quand même au niveau institutionnel, parce que le CNB fait désormais pas mal de vidéos, les publie. Notre ordre aussi, le barreau de Lille maintenant, à interroger les anciens bâtonniers, par exemple, a beaucoup relayé ces vidéos-là, qui sont des formats hyper chouettes, agréables à regarder. Et
C'est assez nouveau. Enfin, il y a 5-10 ans, il y avait... De toute façon, maintenant, sur les réseaux, les cabinets d'avocats, ils doivent être leurs propres médias, ils doivent diffuser leur propre contenu. Aujourd'hui, surtout à l'heure... Alors, je sais pas, vous êtes présent sur les réseaux sociaux ou pas du tout ? Moi, pour le coup, un petit peu LinkedIn, c'est tout. Ouais, moi, même pas. C'est très honnêtement... Parce que des réseaux comme Facebook, votre cible, c'était mon objectif de l'année dernière. D'être présente sur les réseaux, donc c'est un exercice. Non, mais du coup, tu deviens un média, en fait, c'est ça. Oui, je suis d'accord, mais ça prend. C'est aussi le rapport au temps. Ça te prend aussi temps que t'as pas prévu. C'est pas des outils. Alors, c'est pas hyper compliqué, mais c'est pas des trucs que tu maîtrises forcément de base. Et puis, avoir le réflexe de te dire, tiens, je pourrais parler de ça ou de ça, et prendre le temps de le faire. Et c'est un exercice, mais après, en fait, je pense, comme toute nouvelle habitude, comme quand tu te dis, je vais réintégrer le sport ou je sais pas quelle pratique dans ma vie. En fait, une fois que tu t'y tiens et que tu le fais, après, ça devient une nouvelle habitude que tu prends. Donc, c'est le début, sans doute. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que je pense que c'est l'amorce, en fait, qui est un peu compliquée. Et puis après, je crois qu'il ne faut pas se faire violence non plus, parce qu'on a quand même plein de trucs à faire. Il ne faut pas non plus que ce soit un truc en plus. De sujets tout le temps. Entre nos vies personnelles et professionnelles. Et puis l'administratif. La charge mentale, elle est important. Je pense que ça, on la partage. Tu peux avoir une certaine appétence sur le fait de faire des posts comme ça régulièrement, de raconter quelque chose. On est plus ou moins à l'aise et plus ou moins pertinent. Vanessa, je sais que maintenant, je les vois à mal. Tes posts, je les trouve hyper agréables. Moi, j'aime bien quand j'ouvre LinkedIn, je me dis, tiens, il y a un post de Vanessa Blo, je vais aller regarder. Je trouve qu'ils sont bien faits. Faut liker. Mais je crois que en tout cas, ceux que je vois, t'es sympa. Mais je pense que tu les fais assez naturellement. Oui, mais j'imagine bien que tu les travailles pas. C'était pas inné, c'est ça que je veux dire, parce que maintenant là, on peut tous le faire, Périne. C'est ça. Non, mais en gros, tu vois la partie émergée de l'iceberg. Ça a l'air, effectivement. Et d'ailleurs, on en parlait avec une autre consoeur qui m'a dit, mais j'ai vécu ce que tu as marqué dans ton post, je l'ai vécu avec toi. C'était aux États généraux. Elle me disait, j'étais à côté de toi. Et ce que tu en fais, et ce que tu en racontes. Je l'avais pas vu venir, mais c'est pas inné, c'est parce que à force de te dire je veux garder cette cadence là, qu'est-ce que je pourrais dire, donc je me prends un temps, comme développer ta clientèle au départ, c'est pas inné, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que c'est t'investis au départ et après ça devient quelque chose de plus fluide, de plus naturel, bien sûr. Et l'idée c'était aussi effectivement de faire passer qui je suis, comment je fonctionne, j'allais dire ce qui est ma vie de manière un tout petit peu, ou les petits coups de gueule ou des choses comme ça, mais il y a rien d'inné là-dedans. Tout est possible. Tout est possible pour tout le monde. C'est un axe de progression certain. Après, et encore une fois, je vous dis, moi, c'était mon objectif cette année-là. Je me suis dit, c'est quand même dommage, c'est un outil, les réseaux sociaux, je suis pas dessus. Qu'est-ce que ça me rapporte ou pas ? J'en sais rien. Mais c'est dommage de pas essayer. Et donc, je m'étais mis ça en tête. Comme moi, je trouve que ça donne alors ça dépend des cabinets, mais je trouve que ça donne une visibilité. Ça donne une visibilité sympa. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est pas. Enfin, en tout cas, ça permet de faire parler de soi, en tout cas. Ouais, puis par un aspect agréable. Et c'est toujours positif, de toute façon. Et alors, du coup, toi, Vanessa, donc, je suppose bouche à oreille aussi, en grande partie. Ah oui, sur la clientèle, bouche à oreille. En fait, tout ce qu'a dit Julie, bouche à oreille, les gens qui sont prescripteurs pour toi, d'anciens clients, des gens dans ton réseau, effectivement, huissiers, notaires. Magistrat beaucoup plus à la marge, je suis assez d'accord avec Julie, mais c'est la même cible. Effectivement, nous, nos clients, ils changent, entre guillemets, régulièrement. D'ailleurs, on leur souhaite, parce que souvent, ils ont envie que ça aille vite. Donc, ils changent assez régulièrement. Donc, l'acquisition de clientèle, elle est continue. Après, moi, mon site internet, ma présence aussi sur le web fait beaucoup. Beaucoup me disent « Ah, j'avais l'impression de vous connaître ». Réciproque n'est pas encore vrai, mais tu vas les connaître. Ça vient du site internet. Soyons assurés. Tu vas bien les connaître. Mais pour le coup, parfois trop et trop vite, mais c'est un autre sujet. Mais c'est sûr que la présence en ligne, je pense quand même que les gens cherchent aussi par là. La présence aussi LinkedIn, on prenait l'exemple là, il y a 2 secondes, c'est aussi des gens qui sont pas dans ton réseau, qui te voient passer, qui te dans la tête de qui tu t'ancres comme étant le professionnel qui fait ça. Et ça aussi, c'est un peu prescripteur quand même. Après, il faut que ça matche. T'en parlais tout à l'heure, Perrine. Il faut qu'humainement, ça passe. Mais raison de plus pour, à mon sens, et on en revient en vidéo, sur le site internet,
montrer un peu qui on est, en fait. Moi, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que du coup, tu gagnes du temps pour après. Parce que les gens qui viennent à toi ont déjà eu cette première approche, qui leur va ou pas. Ouais, ils sont convaincus, on va dire. On peut pas être l'avocat de tout le monde. Et du coup, eux perdent pas de temps, ce qui me semble bien pour eux. J'en perds pas, c'est bien pour moi. Et par exemple, toi, sur ton LinkedIn, on voit que tu travailles, tu mets pas mal en avant. Alors bon, j'ai pas fait d'analyse non plus très poussée. J'ai fait un benchmarking avant de venir. J'ai l'impression que tu mets quand même pas mal en avant les formations que tu suis et aussi l'aspect amiable que tu essayes de développer. C'est quelque chose que tu... Et donc là, effectivement, pour tes clients, c'est une information. Ça match, exactement. Et ça match ou ça match pas, tu vois, parce que pour le coup... On cherche pas tout ça. Oui, exactement. On cherche pas tout ça et puis c'est pas forcément compris. Non, tout à fait. Et c'est OK. Mais je pense que ça, tant que tu découvres pas un peu plus, et la vidéo à mon sens c'est quand même un vecteur plus porteur que juste des photos, tu risques aussi de te retrouver avec un apport de clientèle qui est pas en phase, j'allais dire avec tes valeurs, c'est un peu fort, mais si, avec qui ça matchera pas, tu vois, tu disais tout à l'heure, faut savoir s'écouter aussi et se faire confiance là-dessus, effectivement je pense. Bon, ça me paraît essentiel. Donc du coup, dans notre matière, vidéo, je vous ai convaincu. Du coup, c'est convaincu, mais c'est vrai que c'est essentiel d'être en phase avec la clientèle que tu as. Après, moi, je suis assez convaincue aussi que l'un va avec l'autre. C'est-à-dire qu'en général, quand toi-même, tu sélectionnes plus ou moins, en tout cas, sélectionner, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, que tu t'écoutes par rapport à ta clientèle, etc., et aux gens qui te demandent d'être leur avocat, c'est aussi vrai de l'autre côté. C'est-à-dire que il y a des fois où les gens te rappellent pas, ou je suis d'accord. Voilà, et parce que pour le coup ils te disent de manière très transparente, j'en ai consulté 3 autres, je ferai mon choix. C'est un peu... Vous les relancez vos clients ou pas du tout Parce qu'après un premier rendez-vous, par exemple, vous n'avez plus de nouvelles pendant 1 semaine, 2 semaines, est-ce que vous les relancez ou non ? Pas du tout. Moi, ça dépend de l'issue. En fait, à la fin du premier rendez-vous, je pose la question, sauf si c'est vraiment clair, et à ce moment-là, je reformule pour être sûre, mais est-ce que vous voulez qu'on ouvre un dossier ? D'ailleurs, souvent, ils disent... alors ça, c'est une question que je pose aussi. Ça correspond à quoi ? Je vous envoie ma convention d'honoraires dont on vient de parler, la liste des pièces dont j'ai besoin, éventuellement un projet de courrier, en fonction du dossier. Ou bien, vous avez besoin d'un temps de réflexion, ou c'est pas sûr, ou vous aviez besoin de renseignements et c'est suffisant. Et du coup, pour moi, c'est juste une consulte. Et je leur dis, je vous rappellerai pas, je reste à votre disposition. Mais sous-entendu, ils reviennent vers moi quand ils veulent ou jamais. Oui, moi, je fais la même chose, si ce n'est que j'ai quand même une pratique qui est peut-être contestable, qui est qu'à la fin d'un premier rendez-vous, je leur fais évidemment une liste de pièces à réunir, les choses, et je leur fixe un rendez-vous relais. Ce que j'appelle un rendez-vous relais, c'est-à-dire un rendez-vous à 3 semaines, 1 mois, où je leur dis tout de suite que le rendez-vous sera évidemment beaucoup plus rapide, et qui est destiné à ce que je recueille les pièces, je vérifie où on en est dans l'intervalle, parfois, avec leur accord, j'ai pris attache avec l'adversaire, donc que ce soit le confrère adverse ou leur conjoint ou conjointe. Et donc, ils reviennent. Enfin, voilà, donc j'ai pas besoin forcément de relancer. C'est une pratique que j'ai. Alors, elle prend du temps. Donc, c'est peut-être discutable. Mais bon, ça permet quand même d'être dans un rythme. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Ça permet au moins... Je pense que c'est une attente aussi, potentiellement. T'as posé le cadre, t'es assez sécurisé par le cadre. Ouais. C'est quelque chose que j'ai mis en place, comme ça, et qui est presque automatique. Dans mes ouvertures de dossier. Oui, il faut... Oui. Pour le coup, moi, c'est beaucoup plus variable selon les situations. Pour le coup, je n'ai pas de systématisation d'un process comme celui-là. Je suis plus un peu comme Vanessa, où pour le coup, je laisse les gens... Je suis toujours très attachée au fait de dire aux gens, à l'issue d'un premier rendez-vous, soyez quand même assurés que vous avez la pleine liberté pour la suite. C'est-à-dire que ça doit être un syndrome de l'imposteur qui me guette, mais j'ai toujours la volonté de ne pas donner aux gens la sensation qu'ils sont obligés vis-à-vis de moi. Tu veux pas t'imposer à eux, absolument, de quelque manière que ce soit. En fait, j'ai souvent l'habitude de dire à mes nouveaux clients que choisir un avocat, c'est un peu comme choisir un psy. C'est-à-dire que c'est quand même une relation de grande confiance et où on va parler d'une grande intimité, à savoir les enfants, le patrimoine et leur couple. J'ai envie de dire, on peut difficilement faire plus important en termes d'intimité. Plus personnel. Voilà. Et donc, il faut que les gens se sentent en phase. Et ça me semble extrêmement important. Et surtout, moi, je veux jamais avoir l'impression qu'ils se sont sentis obligés à quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est un luxe, pour le coup, de pouvoir agir comme ça vis-à-vis des clients, mais moi, il ne s'agit pas de les ferrer. Il ne s'agit pas de les ferrer. C'est-à-dire qu'ils sont... Et puis, on n'est pas tous dans la même temporalité.
Parfois, et d'ailleurs, je pense on le sent ça quand on voit que un client a besoin de temps. Je dis, et puis à l'inverse, des fois, t'en as qui te, je pense, mais t'en as des fois qui te disent non, mais moi c'est sûr, ça s'est bien passé, j'ai eu des réponses, c'est clair, sous-entendu c'est fluide, mais je suis pas prêt à la séparation. Ou je reviendrai vers vous. Des fois, j'ai l'impression qu'ils veulent nous rassurer. Dire, non mais c'est gentil, moi aussi c'est bien passé. Si j'ai quelqu'un, je ferai appel à vous. Ne vous inquiétez pas si vous revenez jamais vers moi et je vous le souhaite. Puis vous tromperez pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme ceux quand ils sont divorcés, ils disent bon. Prenez pas personnellement, j'espère qu'on se reverra jamais. Dans d'autres circonstances, écoutez, je le prends pas personnellement. Mais je pense que c'est un peu la même chose sur le côté relationnel. Tu as envie de prendre soin de ton client. C'est ça. Et donc, il semble qu'il peut s'appuyer sur toi tout de suite maintenant. Oui, s'il en a besoin. Seulement s'il le veut. Mais seulement s'il le veut. Exactement. Absolument. Et le souci de la bienveillance vis-à-vis du client, c'est ça aussi. C'est-à-dire pas bousculer quelqu'un qui est pas prêt. D'autant que moi, personnellement, dans ma pratique, je fais quand même énormément de dossiers de violence conjugale, de par le fait que j'ai aussi ce volant droit pénal. Et pour le coup, il y a beaucoup de victimes de violences conjugales qui ont besoin d'énormément de temps pour se décider, pour partir, pour être prêt à enclencher quelque chose. Et en fait, je crois vraiment que notamment cette typologie de clientèle-là, on ne peut pas les bousculer. C'est pas possible. Si vous les bousculez, en fait, c'est trop fragile. C'est trop fragile, absolument, absolument. Donc, il y a aussi toutes ces problématiques-là. C'est quand même du cas par cas. Et puis, on sait que dans notre matière, nos clients et nous, on a vraiment besoin... Alors, le symbiose, le mot est un petit peu fort, mais on sait qu'on va former une équipe, une alliance. Et il faut vraiment que la synergie soit très positive, que la personne se sente en confiance, écoutée. Et puis, sur la même longueur d'onde, quoi. On voit d'ailleurs qu'on a des clients qui sont quand même dans une attente importante d'une relation presque personnelle. Enfin, ils veulent vraiment... Et on a parfois des manifestations de leur part qui nous laissent entendre qu'effectivement, ils ont, eux, l'impression d'être dans une relation presque personnelle. Un peu, oui, ou amicale en tout cas, parce que de toute façon, ça touche à leur vie privée. Donc, il leur faut une proximité. Tout à fait. Ouais. Ils veulent une connivence, ils veulent une complicité. Et donc, il est important, effectivement, pour eux, et puis aussi un petit peu aussi pour nous, qu'on s'entende bien, qu'on se comprenne bien. Et que ce soit agréable de se voir, de discuter, etc. Parce qu'on sait que sur un dossier, j'ai jamais fait le total, mais on va se parler plusieurs heures. On va se parler plusieurs heures en tête-à-tête tout au long d'un dossier de divorce. Donc autant que ce soit quand même productif d'une part et porteur et plutôt agréable. C'est ça, d'autant qu'on met un peu de soi auprès des clients. Complètement. Faut pas être beaucoup. Du coup, donc un client, il vous a trouvé sur Internet, par exemple, il vous a choisi. Alors, comment est-ce qu'il rentre en contact avec vous ? Est-ce que certains ont mis en place donc du coup de la prise de rendez-vous en ligne ? Est-ce qu'il faut forcément qu'il vous appelle ? Donc je sais pas si vous avez un secrétariat ou autre. Est-ce qu'il faut qu'il envoie un mail ? Enfin, comment s'effectue cette prise de contact pour le client ? Parce que, alors moi, si je prends mon cas personnel, moi je suis quelqu'un qui a tendance à choisir et privilégier les entreprises, les professionnels qui vont me proposer de la prise de rendez-vous en ligne. Mais ça va, t'inquiète pas, je pourrais te divorcer du coup. Parce qu'en fait, moi je suis pas quelqu'un qui aime appeler, avoir une secrétaire au téléphone, commencer à chercher dans mon agenda quand est-ce qu'il y a une date. Enfin, moi, franchement, ça me saoule. Et d'ailleurs, souvent, je pense que la secrétaire, elle le sent parce que je m'énerve au téléphone. Parce qu'en gros, je lui dis, je suis dispo, machin, telle date. Elle dit, non, moi, je peux pas. J'ai pas que ça à faire, en fait. Donc, moi, honnêtement, c'est quelque chose qui m'énerve, ça m'insupporte. Je privilégie ceux qui prennent, tous ceux qui me proposent de la prise de rendez-vous en ligne, je les privilégie. Donc là, j'ai dû contacter un avocat il y a pas longtemps. Pour un sujet professionnel et justement je lui ai dit mais en fait tu devrais proposer de la prise de rendez-vous en ligne parce que j'ai dû en fait lui envoyer, alors déjà j'ai dû chercher son mail parce que j'avais pas son mail personnel, donc j'ai réussi quand même à trouver son mail personnel. Je lui ai envoyé un mail mais il m'a répondu peut-être au bout d'une semaine. Je trouve honnêtement que la relation client elle est chaotique. On n'est pas toujours très très bon là-dessus parce qu'en fait moi j'ai une marge de progression sur la réponse au mail. J'ai un problème juridique moi alors il va peut-être pas se résoudre tout de suite mais en tout cas moi je veux balancer le problème. Moi, je veux que l'avocat il prenne mon problème. Mais c'est souvent ça, t'es dans une insécurité, donc t'es pas rationnel. Et on cherche l'instantanéité justement à ce moment-là. Encore plus dans l'immédiateté. Alors là, moi, je me sens très très vieille, mais moi, quand un client veut prendre rendez-vous avec moi, il appelle ma secrétaire qui lui fixe un rendez-vous. D'accord. Donc complètement à l'ancienne. Moi, c'est que rendez-vous en ligne.
Et d'ailleurs, c'est très bien. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est une vraie. Ça me correspond. Donc, tu vois, on parlait de mettre un peu de Après, il pourrait y avoir les deux. C'est que le numéro de fixe du cabinet n'est même pas accessible si t'es pas client. C'est l'inverse chez moi. C'est qu'il y a que mon numéro de portable et que j'ai pas le temps de décrocher. Donc, à part écouter les messages et jauger de l'urgence, parce que c'est parfois le cas, tu peux prendre que rendez-vous en ligne et à chaque fois, je renvoie vers la prise de rendez-vous en ligne. Je vais tout changer, moi, en sortant. Je sais pas. Faire un LinkedIn des vidéos, rendez-vous en ligne. À la marge, ma secrétaire rappelle quand un problème d'internet ou c'est pas clair, ou ça peut nous arriver, mais c'est vraiment l'exception. Et même les clients qui appellent en disant je voudrais voir Maître Blot dans pas longtemps, ils disent son agenda est ouvert, il est libre, prenez un créneau comme ça vous arrange. Sauf urgence, quoi. C'est ça que tu veux dire, quoi. S'il y a une urgence dans ce cas-là. Parce que ma secrétaire, elle jauge quand même un petit peu si c'est un nouveau client, si c'est un nouveau client dans l'urgence. Mais pour le coup, c'est un ancien client qui sur la question de l'urgence, comme ils mettent un motif de rendez-vous, je les reçois par mail en fait, donc je les vois passer. Le motif séparation pour cause de violence, je peux te dire, je rappelle le jour même ou le lendemain, ou quelqu'un rappelle, ne serait-ce que pour savoir si c'est une situation actuelle, si c'est un contexte, auquel cas la personne est en sécurité, ça peut attendre, ou voilà. Donc comme c'est quand même très rare que tu n'aies pas de motif, et souvent quand il y a une urgence, ils te le disent. Et sur ton outil de prise de rendez-vous en ligne, justement, tu as une catégorie urgence. Enfin, quelqu'un qui estime que c'est une urgence, que c'est urgent. Oui, mais alors ça, du coup, ça revient grosso modo à faire un mail. Oui, quand tu es nouveau client, tu n'as pas le mail, mais c'est juste que pour eux, c'est quand même toujours urgent. Ils renseignent ça. Oui, mais là, du coup, ça te permet de faire le filtre. Bien sûr. Moi, je trouve. Alors, moi, pour le coup, j'ai pas de secrétaire et je n'ai pas de prise de rendez-vous en ligne. Mais donc il toque à la porte. J'ai Perrine qui toque à la porte. Il lance un caillou par la voyageur. Donc on va découvrir de nouvelles techniques. Du coup, les premiers rendez-vous sont fixés par téléphone, directement avec moi, par SMS aussi, parce que pour le coup, moi, sur mon portable professionnel, j'ai aucune difficulté à ce qu'on m'envoie des SMS. Ou WhatsApp qui se développe de plus en plus de cabinets. SMS, c'est agréable, c'est rapide. J'ai pas de difficulté avec ça. Moi, tout ce qui fluidifie mes rapports avec les clients. Moi, j'ai juste une difficulté, c'est que parfois, j'oublie de répondre. Autant les mails, je peux les laisser en non lus, les SMS, une fois qu'ils sont lus, tu rentres en audience, tu plaides, je ressors, j'ai oublié la question du client. Je leur dis éviter les SMS. Ce que je fais, c'est que moi, je mets des drapeaux. Je peux pas faire ça sur mes SMS. Voilà. Moi. Donc, en gros, moi, je priorise un peu comme ça. Et sinon, mail aussi beaucoup. D'accord. Mais, ceci dit, je réfléchis beaucoup à ouvrir la possibilité d'une prise de rendez-vous en ligne. Moi, je trouve que l'avantage, c'est... Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est parti de Doctolib. Tu prends rendez-vous quand tu veux. Je suis d'accord. Ton gosse est petit, tu dois fixer rendez-vous vaccin pédiatre. T'es avocat, t'as une journée hyper chargée. T'es hyper content de pouvoir le faire à 20h30. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. C'est vraiment parti de là en me disant, mais en fait, si ça tombe, les gens se disent comme moi, ah punaise, je devais appeler aujourd'hui. J'ai oublié. Et c'est vraiment parti de cet aspect... accessibilité. Et puis, il y a aussi parfois, il faut être honnête, certains cabinets fonctionnent encore comme ça. La secrétaire fait le filtre. Tu n'as pas accès à l'avocat. Là, moi, je peux me targuer vis-à-vis de mes clients, de dire mon agenda, il est ouvert. Tu veux me voir toutes les semaines. C'est pas forcément utile. Mais ça on se le dit. Mais en tout cas, c'est possible en soi. Je trouve qu'il y a un côté rassurant parce que tu es à portée de main. Après, tu n'es pas forcément toujours dispo, mais c'était vraiment ça ma volonté à la base. Mais donc, pour le coup, oui, ça fait partie c'est un de mes axes de réflexion ça 2024. Ça et LinkedIn, parce qu'on va vraiment se dire, mais je suis à l'âge de Pierre, mais non, je suis pas à l'âge de Pierre. Ça se mérite d'avoir été tout. Voilà, j'évolue doucement mais sûrement vers 2024. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est vraiment un point intéressant. Mais par contre, pour moi, ce ne serait pas une exclusivité, la prise de rendez-vous en ligne. Oui, tu vas conserver l'échange. Oui, absolument. Après, ça n'empêche pas dans le sens où, en l'occurrence, moi, sur mon outil, tu peux rentrer les rendez-vous toi-même, ça les bloque en ligne. Tu sais, directement, en fait, c'est dans mon agenda. Si je mets rendez-vous Perrine et que je bloque 1 heure avec toi, ça va me virer les créneaux disponibles. Les créneaux possibles. Directement. D'accord. Okay. Donc, en fait, tu gardes cette souplesse-là de refixer des rendez-vous, de les décaler. Et l'avantage aussi, tu vois, c'est qu'en termes de gain de temps, ils rentrent leur mail, leur téléphone. Tu as déjà ces infos-là.
Oui, c'est vrai que ça, moi, je fais un copier-coller de leur prise de rendez-vous pour mon début de note. Alors, il n'y a pas d'erreur de frappe sur le nom, il y a pas il y a moins d'erreurs. Sur le mail, tu le vérifies vite parce que comme ils ont un accusé de réception et une relance avant le rendez-vous, ça aussi c'est intéressant. Oui, comme les gens qui venaient pas, etc. Là, tu as une relance la veille. Tu leur dis, est-ce que vous l'avez bien reçu ? Si tu réponds non, tu sais qu'il y a un souci sur le mail. Ils peuvent aussi annuler et replanifier de leur côté, en fait. Parce que dans le mail qu'ils reçoivent, il y a un lien qui leur dit si vous voulez annuler ou replanifier. Donc, tout seul, sans avoir besoin d'appeler quelqu'un, ils peuvent annuler directement depuis leur téléphone ou leur PC le rendez-vous. Bon, après, voilà. Bon, moi, forcément, je suis partisan de la prise de rendez-vous en ligne. Parce que tu ne veux pas parler aux gens. Je mets ça, voilà. non, mais je mets ça en place dans beaucoup de... Il se fait violence aujourd'hui, Julie. Dans beaucoup de cabinets. Et aujourd'hui, globalement, en fait, sur les sites web, c'est limite... Enfin, voilà, automatiquement, ils me le demandent. Ils disent, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus dans les signatures de mail, etc. Des aujourd'hui, c'est devenu quand même assez important. Et alors, pour les rendez-vous, justement, puisqu'on en parle, alors Vanessa, je sais qu'elle a mis en place des créneaux. C'est-à-dire qu'il n'y a que certains jours où des rendez-vous sont possibles. Est-ce que vous, est-ce que vous, il y a entre guillemets, il n'y a pas de limite à ce niveau-là ? C'est tous les jours des prises de rendez-vous à partir du moment où vous êtes dispo dans l'agenda ? J'y travaille. Ça fait 18 ans que je travaille à rationaliser les temps de rendez-vous. Alors du coup, la durée. Ouais, combien de temps dure un rendez-vous avec vous ? Premier rendez-vous, presque 1 heure. Les autres, je mets des créneaux de 45 minutes. D'accord, ok. Bon, ça m'arrive évidemment de déborder. Moi, je suis bien plus longue. D'accord. Ma collaboratrice serait là. Ils se moquent tous de moi parce que moi, mes rendez-vous sont très très longs. D'accord. Pour le c'est coup, quoi, c'est 2 heures premier rendez-vous, 1h30, 2 heures. Parce que là encore, moi, je suis dans une démarche où il faut leur laisser le temps. C'est-à-dire que parfois, ils ont besoin de vous raconter des trucs qui, effectivement, ne sont pas directement en lien avec la procédure qu'on va traiter. Mais en fait, ils en ont besoin. Ouais, voilà, c'est le besoin et encore une fois, je recadre, etc. Et on met de la rigueur ensuite. Mais sur une première prise de contact, oui, non, moi, je laisse... bien peut-être aussi connaître leur histoire. Absolument. Et en fait, en général, on a un rendez-vous de 2 heures. J'ai cadré beaucoup plus de choses que je ne le ferai en 1 heure, c'est évident. Parce qu'on a vu, j'ai remis une liste de pièces, ils ont déjà tout. Ils m'ont souvent envoyé en direct pendant le rendez-vous les pièces qu'ils ont déjà accessibles, leur avis d'imposition. Ils ont ramené le livret de famille, on fait des copies, des machins, etc. Sans doute parce que tu es très réactive. Enfin, tu vois, que tu réfléchis. Moi, en rendez-vous, je recueille l'information, je discute, je recueille leur histoire et je donne quelques conseils. Mais après, moi, j'ai besoin d'un temps seul. Oui, et donc, je fais pas de rendez-vous très long parce que j'ai vraiment besoin d'un temps seul, avec les pièces, avec les informations que j'ai recueillies et avec mon code civil, pour faire le tour l'analyse des choses. parfois. Ouais. Mais j'ai déjà assisté, par exemple, il y a un dossier que j'ai confié à un autre confrère, où donc je suis allée au premier rendez-vous de ce confrère pour lui confier mon client, qui avait vraiment pas envie de parler, enfin bon, bref, qui aurait bien aimé rester avec moi, mais je sentais que j'atteignais mes limites, donc je l'ai accompagné à ce rendez-vous qui a duré 3 heures. J'étais stupéfaite, mais c'était 3 heures pendant lesquelles le confrère, il a fait la moitié de l'analyse du dossier, il a déjà réfléchi quelque part à sa trame de réponse à l'adversaire. Et il faisait tout en direct, en fait, de manière très rapide, parce qu'il était assez... il avait une réflexion rapide. Et c'était très bien pour le client aussi. Mais je me dis que il faut se connaître. Moi, je me suis pas reconnue. Il faut être en phase avec la manière de mener les choses. Et moi ça a toujours été comme ça. Pour le coup, même en tant que collaboratrice, c'était la blague où on me disait « Ah, Perrine, elle prend un rendez-vous, repassez dans 2 heures. » Mais je prends le temps et en même temps... c'est précieux pour tes clients. C'est précieux pour mes clients, puis c'est précieux pour moi aussi. Je crois qu'il faut être très honnête. C'est du temps que tu prends là et tu prendras moins après. Absolument. Et peut-être que tu gagnes un rendez-vous après. Et puis en fait, moi, j'ai besoin de créer ce lien-là. C'est-à-dire... où on va se souvenir, oui, elle a 2 enfants de tel âge, qui ont telle problématique, etc. Ça s'imprime, Parce que sinon, j'ai pas la sensation qu'on connaisse vraiment bien ses clients. Mais c'est moi avec mes clients, pour le coup. C'est pas une généralité. Et toi, Vanessa, du coup ? Moi, je fais 30 minutes. Du coup, après l'explication de Perrine en 2 heures, si tu veux, je me sens pas de répondre sur cette question. Non, moi, c'est des créneaux de 30 minutes, alors qui peuvent déborder, mais en toute franchise, c'est rare que j'aille sur 45 minutes, 1 heure. C'est plutôt l'exception que la règle. Mais ça, c'est au premier rendez-vous. Ouais.
Enfin, c'est mes rendez-vous. Après, quand j'ai une réunion de travail sur un dossier patrimonial que j'ai étudié où il faut qu'on revoie toutes les problématiques du SI, des machins et trucs, on fixe un autre créneau. C'est-à-dire que là, quand je dis 30 minutes, je suis sur de la consultation. D'accord. Et en général, j'ai envie de dire, je sais ce que j'ai à dire et ma trame et en 30 minutes, ça rentre dedans, ce qui n'empêche pas effectivement d'autres rendez-vous, ou qu'on se rappelle, ou qu'on refasse le point sur d'autres sujets. Mais voilà, c'est ça ma pratique. Et quand j'étais collaboratrice, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, c'était déjà un peu pareil. Je faisais plutôt 45 minutes, voire 1 heure, mais j'étais souvent en dessous d'1 heure, alors que ma boss de l'époque, on était plutôt sur 2 heures systématiquement. Donc je pense que c'est vraiment lié, et tu as raison, à comment toi tu ressens et tu as envie de... J'allais dire envie de gérer, ou en tout cas, comment tu gères, toi, avec c'est ça. ton besoin et ton ressenti aussi vis-à-vis du client. Et du coup, ce rendez-vous, est-ce qu'il est payant dans vos cabinets ? Il y a des cabinets, en fait, où il est... Alors, gratuit, en général, c'est plutôt pour les cabinets d'affaires, souvent, qu'on tendance à le faire gratuit, parce qu'en fait, le client, il est récurrent, donc, bon, voilà, ils ont plutôt... Puis ils ont moins de rendez-vous, je pense aussi. Certainement. En tout cas, souvent, en tout cas, il y en a certains qui le font gratuit, il y en a d'autres qui le font payant. Bon, en général, en droit de la famille, souvent, ils sont payants, les premiers rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui est... Moi, c'est pas le cas. Quelle est la règle ? Toi, c'est pas le cas ? C'est pas le cas. Un rendez-vous de consultation est payant. D'accord. Mais, enfin, voilà, c'est identifié. C'est-à-dire que je vais donner des réponses. Et donc, par définition, il y a un travail d'analyse, etc., qui se fait en direct. Là, pour le coup, c'est payant, mais sinon, je dois dire, et ça fait partie de mes axes de progression. Voilà. Donc, tu fais des rendez-vous de 2 heures. Je fais des rendez-vous. Alors, gratuit. Le fait est que. En même temps, quel est le taux de conversion ? Est-ce que c'est quelque chose que tu calcules ? Le taux de conversion, il est à 99%. Ouais, voilà. Donc en fait, ça se convertit en un dossier, et c'est ce que j'explique aux gens. C'est que je vais pas faire payer ce premier rendez-vous pour après demander des honoraires. Moi, tout est globalisé, surtout quand c'est forfaitisé. Quand c'est au temps passé, puisque c'est les 2 grandes méthodes de facturation, quand c'est au temps passé, c'est compris dans le temps passé, et dans la première provision que je demande. Et puis quand c'est forfaitisé, c'est pareil, c'est compris dans le forfait. Oui, tu l'as intégré d'une manière ou d'une autre, puisque tu connais ton taux de conversion. Oui. Et quand c'est à l'aide juridictionnelle, ce qui m'arrive encore de travailler à l'aide juridictionnelle, eh bien c'est pareil, moi je suis très mal à l'aise de facturer... un premier rendez-vous à quelqu'un qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et donc qui, par définition, n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir payer lui-même son avocat. Donc, je ne le fais pas. Voilà. En fait, de manière générale, je ne fais pas ce qui me met, moi, mal à l'aise. Après, pour attirer des clients, le fait que ce soit gratuit, déjà, entre guillemets, ça enlève une barrière. Parce que c'est quand on fixe un prix à un premier rendez-vous, forcément, c'est une première barrière. Bon, après, je pense qu'il y a du monde qui l'a franchi, mais en tout cas, on pose déjà une barrière, quoi. Et donc, Julie, toi, t'es payant, a priori, d'après ce que j'ai compris. Mais je suis plutôt... Alors, effectivement... Dans l'immense majorité dans l'écrasante majorité des cas, ça se convertit en dossier. Les gens me posent la question à la fin du rendez-vous en disant « je vous dois quelque chose ». Je dis si j'ouvre le dossier, et en général, je connais cette information, je dis voilà, ça rentre dans le dossier, ça rentre dans la procédure, je ne fais pas une facture spécifique pour ce rendez-vous qu'on vient de passer. Et si c'est une consultation, je la facture. Et si c'est un rendez-vous où je pense que ça va être un dossier et finalement la personne m'appelle en me disant « finalement, j'ai besoin d'un peu de temps », et bien à ce moment-là, je fais une facture pour ce rendez-vous. D'accord. Et du coup, est-ce qu'ils ont le prix avant ou pas ? Ou est-ce que tu le donnes en rendez-vous ? Ils demandent à ma secrétaire et elle les informe. Directement. La plupart du temps, ils rendez-vous par téléphone. Oui. D'accord. Oui. Parce que Vanessa, par exemple, toi, c'est marqué sur ton site internet. Moi, c'est marqué, mais c'est rappelé aussi dans le rappel de la prise de rendez-vous. Et moi, c'est payant à chaque fois. Ouais. Pour le coup, moi, j'ai évolué sur cette question. Au départ, j'étais premier rendez-vous gratuit, puisque c'est aussi effectivement une manière d'avoir des clients, des contacts, de créer ce réseau-là. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est mon manque de temps, vraiment. Parce qu'à un moment, quand il y a trop de rendez-vous, c'est pas possible. Et puis parce que je rejoins ce que disait Perrine, moi, mes premiers rendez-vous, c'est toujours des consultations. Donc, effectivement, les gens que je vais pas faire payer, c'est très à la marge, mais c'est la personne où je m'aperçois, puisque j'interviens plus à l'aide juridictionnelle, qu'elle est à l'aide juridictionnelle. Donc,
vais faire un semblant et un début de petite consulte, surtout s'il y a une urgence, en réorientant et en trouvant un confrère que souvent j'appelle en disant je peux t'envoyer monsieur qui est en face de moi, qui prend... Enfin voilà, je remets dans les rails, j'ai envie de dire. Ou alors des trucs où vraiment c'est pas mon domaine, j'ai pas vu parce que c'était marqué séparation. Moi aussi. Et en fait, c'est du droit des étrangers, c'est pas du tout ma matière. Sur l'immigration, je veux dire, on passe 5 minutes au téléphone, je réponds pas aux questions. À l'inverse, et c'est parfois le cas, des fois ça dure pas 30 minutes et pour le coup, je facture la même chose, puisque pour moi, c'est la consultation. Ce que parfois, les gens ont du mal à comprendre en me disant, ça n'a pas duré longtemps, mais parce qu'en fait, tes questions étaient simples pour moi, mais j'ai répondu à tes questions. J'ai fait une consultation, donc un travail juridique dont on parlait, et c'est ça que je facture, en fait. Donc, c'est pas un temps que je passe ou pas, c'est un temps dédié à une problématique personnelle que j'analyse et à laquelle je réponds, qui engendre une facturation. Et pour le coup, moi, il y a une facturation à chaque fois sur une consultation, quelle qu'elle soit. Sauf après, quand on est dans des rendez-vous clients, de suivi, etc. Pour moi, ça rentre dans l'honoraire qu'on a prévu. Mais sur le premier rendez-vous, il est quasi tout le temps facturé. Moi aussi, alors j'ai des exceptions, c'est quand c'est pas de mon ressort ou quand c'est pas du ressort d'un avocat. Il nous arrive quand même quelquefois d'être saisis de problématiques. On dit, écoutez, là... c'est pas de moi dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'un avocat. On parle ni de procédure, ni d'acte juridique. Donc à ce moment-là, je facture pas quand même. D'accord. Et du coup, alors, je pense, j'allais dire, en tout cas, moi j'ai cette idée en tête, après vous allez peut-être me dire que c'est faux, hein. Mais les clients, j'ai l'impression, en tout cas dans votre matière, qu'ils ont tendance à faire des rendez-vous en présentiel. Enfin, ils ont tendance à se déplacer au cabinet. Non, Vanessa est en train de faire non. Oui, non, c'est pas toujours le cas. Non, est-ce que, voilà, en fait, la question c'est ça. C'était est-ce que vous avez, quelle est la proportion en gros de rendez-vous en cabinet et de rendez-vous à distance Moi, c'est 55 Ouais, voilà, en visio ou par téléphone. 55 Ah oui, ouais. C'est très moderne, Perrine. Tu vois. Tu vois, bizarrement, j'étais pas si moderne avant, et là, comme ça dépend des sujets. Et Ouais. tu utilises quoi comme outil du coup alors, c'est quoi, c'est du téléphone ou c'est de la visio? Alors, quand téléphone, c'est pas au cabinet. régulièrement, sinon Teams, Ouais, ok. Zoom, Ouais. beaucoup. D'accord. Voilà, globalement des outils comme ça. Alors, je suis pas une geek devant l'éternel, vous l'aurez compris, hein, c'est peu de le dire. Ça suffit. Bah, c'est Ça suffit, Mais faire, en fait, c'est hyper pratique. Et j'ai pour le coup pas mal de clientèle qui est sur toute la France. D'accord. C'est-à-dire avec des dossiers à Vannes, à Draguignan, à Lyon, etc. Et bien évidemment, les clients n'étant pas présents, par définition, je les appelle ou je les vois en visio, y compris pour le premier rendez-vous. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais j'ai régulièrement des dossiers de divorce, par exemple des consentements mutuels, où je vais signer et je rencontre pour la première fois mon client. Alors même que ça fait parfois 6 mois qu'on travaille ensemble et qu'on s'appelle tout le temps et qu'on se connaît. Et ça m'est déjà arrivé, mais très à la marge. Moi, pour le coup, c'est régulier. Moi, ça m'arrive assez souvent aussi. Ouais, je dirais que c'est 50-50. Les rendez-vous je pense pas que visio ça serait autant. ou moi, j'avoue que présentiel. j'ai jamais quantifié, mais si je regarde là sur les dernières semaines, puisque moi, mes créneaux de rendez-vous, c'est 2 demi-journées par semaine, je pense qu'on est quasiment à 50-50 aussi. Alors après, c'est un peu différent, parce qu'il y en a certains, c'était des suivis, donc c'est vrai que tu prends plus facilement rendez-vous en téléphone ou en visio après. Bah oui. Mais ça m'arrive quand même très souvent d'avoir des premiers contacts qui sont par téléphone ou en visio. Moi, je développe Ça le rendez-vous sent- téléphonique par un souci de temps, parce que d'efficacité et de temps. Donc, de plus en plus, les personnes sont demanderesses d'un rendez-vous et on leur propose plutôt un rendez-vous téléphonique à la place, en leur disant ce qui est vrai, que le rendez-vous aura lieu plus rapidement parce que c'est plus facile et plus rapide de créer d'ouvrir un créneau de rendez-vous téléphonique que de rendez-vous physique. Et donc, je le développe. Je ne suis pas du tout à la moitié. Je pense que je suis à un quart. Alors là, c'est un peu un autre sujet, mais on reste dans la visio. Et vous aimeriez que les audiences soient en visio ou quand vous signez un divorce, vous êtes à 4 autour de la table? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait de la visio aussi plutôt que d'aller se déplacer à l'autre bout de la France? Non, pas du tout. Non. En toute honnêteté, personnellement, pas du tout, parce que je trouve ce métier a tendance à perdre justement, à se déshumaniser. On est de plus en plus isolés quand même chacun dans nos cabinets, et d'ailleurs c'est pour ça que ce genre de discussion, etc., est quand même hyper satisfaisant et
est satisfactoire parce qu'on peut échanger et qu'on peut se discuter, etc. C'est aussi très sympa d'aller déjeuner avec les confrères et discuter. Mais la réalité, c'est que notre métier a quand même tendance à nous isoler dans nos bureaux de plus en plus. Il suffit de regarder les mises en état avec les juridictions. Tu rencontres moi, depuis que les magistrats. Et c'est vrai que les magistrats s'en plaignent, je sais pas, mais en tout cas, font quand même savoir que... Et c'est vrai que nous, on a un certain nombre de problématiques que tu règles rapidement en 2 secondes à s'expliquer... Ouais. Que par des échanges de mails qu'on ne comprend pas, qu'on interprète. Et c'est vrai qu'on passe par beaucoup plus d'écrits, mais pour le coup, je pense plus avec la juridiction. Enfin, je pense plus à la juridiction. Et même parfois avec les confrères, moi je trouve que c'est très vrai ce que tu dis, quand on règle 3 fois plus de choses. Moi, le nombre de fois où je dis, bon, ça suffit les mails, là, les échanges de balles de ping-pong, on décroche son téléphone, bon alors, qu'est-ce qui se passe ? Je suis d'accord. Voilà, on pose les choses, et puis en fait, ça va bien se passer. En 3 minutes au téléphone, on a réglé ce qu'on aurait réglé en 10 mails. Donc, c'est une perte de temps absolue. Et puis, en plus, il y a le côté humain. Enfin, pardon, moi, je fais aussi ce métier pour ce côté humain. Si on n'était plus du tout là-dedans et qu'on était quand même dans un truc hyper aseptisé... Et après, moi, j'allais dire sur un plan tout à fait technique, pour l'avoir vécu 1 ou 2 fois la visio, parce qu'effectivement, tu as une commission rogatoire avec les îles ou bien tu as un détenu... faut quand même que ça fonctionne techniquement. On n'est quand même pas du tout à la pointe. C'est-à-dire que moi, les 2 fois où il y a eu la visio, ça a coupé. Il parlait comme ça, on n'avait pas le son. Je me dis, là, je pense à ce fameux détenu qui est quand même... c'est une question de droit de visite, on lui demande son avis, etc. Et il est détenu tout seul dans sa prison parce que son avocat est à côté de moi. Donc déjà, bon, il est là, hein, je dis pas le contraire, mais le mec est quand même tout seul... Et en plus, techniquement, je veux dire, au début, on n'entendait pas. Monsieur, on vous entend pas. Attendez, ça fonctionne le son, monsieur, reparlez. Bon, là aussi, le respect de l'humain et de ce qu'il avait à dire. Ça, c'est une problématique plus générale des moyens de la justice. Bah oui. C'est extrêmement criant sur le plan informatique. On comprend pas. Où c'est quand même très, très compliqué. Les outils informatiques de lien avec la justice... Parfois, c'est trop archaïque, parfois, c'est trop sécurisé, parfois, c'est trop obsolète. Parfois, c'est l'un, mais pas l'autre. Donc, parfois, c'est les pas deux. homogène. Au final, c'est rarement fluide. Au final, c'est rarement fluide. Donc ça, c'est vraiment un manque de moyens criant. Et on a bien vu pendant le premier confinement, où là, on était pour le coup très, très demandeurs d'audience en visio pour sortir nos dossiers et faire bouger les choses. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Alors, on nous a opposé un peu la technique, on nous a opposé un peu l'authenticité de la procédure. Sommes-nous bien sûrs que c'est votre client ? L'absence d'enregistrement. Sommes-nous bien sûrs de la confidentialité ? Est-ce que vous n'êtes pas, en fait, avec 50 personnes qui vous écoutent ? On nous a opposé beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand on ne veut pas faire quelque chose, effectivement, les arguments se bousculent. Mais on a bien vu là, à un moment où ça paraissait quand même une évidence dans beaucoup de secteurs, que ça ne s'est pas fait. Donc, oui, donc ça se développe pas. Enfin, a priori, ça va pas. Développe pas. Ce qui se développe, je suis pas sûre que ce soit dans les tuyaux. Ouais. Ce qui se développe, c'est le silence, l'absence et on ne se voit pas. Ça se développe beaucoup. C'est-à-dire délibérer sur dossier. Vous ne plaidez plus, vous déposez votre dossier. L'écrit, y compris dans des procédures orales. Ça se développe. Alors là, pour le coup, moi, j'ai pas une ancienneté incroyable, mais quand même, je suis un gap. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré, j'ai démarré en début 2006, on plaidait tout. On plaidait à la cour d'appel jusqu'à 20h, 21h. Aujourd'hui, vous arrivez à la cour d'appel à 15h, le juge a plié l'audience et est rentré dans son bureau parce que c'est terminé. On plaidait tout. On attendait beaucoup. On plaidait. Les mises en état étaient physiques. Enfin, tout était... on se voyait tout le temps, on était au palais toute la journée. Alors, on gagne quand même un petit peu en confort et en efficacité à avoir rationalisé tout ça, c'est évident. Mais on est passé un peu du côté obscur de la force. Alors là, ils sont allés très vite quand même. Là-dessus, pour le coup, ils sont allés très vite. On a passé un gap. Mais on est allé très loin et on a un peu perdu Mais ça allait aussi que... il y avait plus... J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y avait plus de magistrats, qu'ils avaient davantage le temps d'écouter. Aujourd'hui, les magistrats sont très demandeurs à ce qu'il y ait peu d'audience et peu d'interaction parce qu'ils ont besoin de temps. Parce que pour le coup, travailler. Ils sont quand même demandeurs aux échanges, mais en fait, c'est pas très fluide. On sait pas comment et quand et
Et sur des dossiers, ce serait quand même parfois plus simple de se voir à 3 juristes, comme on peut le faire d'ailleurs avec des notaires. Vous faites sûrement ça aussi, mais dans des réunions où c'est très tendu, où tu as besoin patrimonialement d'y voir plus clair, sans prendre parti, la réunion, on l'a fait qu'entre avocats et entre notaires. Pour le canevas, j'ai pas tel acte, en fait, donc sur les quotités d'acquisition, on n'est pas au clair, on n'a pas les mêmes versions, juste pour aller à la source et après essayer d'avancer. Mais c'est un peu curieux parce que ça se développe pas et que ce soit pas dans l'idée. Et je suis d'accord avec toi, Julie, on est très éloigné et a priori, on va pas revenir en arrière. En même temps, les réformes que sont l'audience de règlement amiable, la césure, c'est quand même réinvestir le rôle du juge un peu comme arbitre pour, en théorie, nous aider, nous. Dont on sait qu'il peut, en quelques mots, faire basculer une situation dans le positif. Complètement. Il ne faut absolument pas négliger. On a déjà, nous, en tant qu'avocat, un pouvoir, en quelques phrases, d'avoir un effet, un effet sur les gens, parce qu'en tant que professionnel, on est entendu sans doute avec plus de force et avec plus d'attention. Mais le juge, quelquefois, en quelques phrases à une audience, il peut régler une situation très compliquée. C'est très dommage dans certaines familles, puisque nous, voilà, on est en droit de la famille, de ne plus pouvoir leur offrir ça. Hein. C'était quand même parfois très, très positif. Mais c'est vrai que c'est le vrai paradoxe entre cette justice où, pour le coup, tout se dématérialise, où on voit de moins en moins les magistrats, où les confrères, on se voit moins aussi parce qu'on s'échange des écrits et puis on en reste là. Et puis, cette volonté aussi extrêmement active de règlement amiable des conflits, où on fait de la médiation un principe quasiment dans plein de sphères du droit, et en particulier en droit de la famille. Et c'est un vrai paradoxe, parce que pour le coup, on veut faire plus d'amiable en se voyant moins, ce qui est quand même à un moment donné complètement on va réinvestir, là, je crois, avec l'amiable. J'espère. Je pense qu'on veut aussi faire... Enfin, on parlait des moyens de la justice, je pense que c'est aussi plus d'amiable hors judiciaire. Ouais, voilà, parce je pense qu'on a aussi, et d'ailleurs, on a notre place à prendre ça, pour le très coup, clairement là-dessus. Ça, pour le coup, ça se développe. Moi, je vois de plus en plus les autres. Tu prends ton téléphone, etc. Enfin, les réunions, Oui, bien sûr. Mais parfois, on le sait, on ne peut pas faire fi du juge. Et pour autant, maintenant, quand on est devant le juge, en gros, on est passé d'un tout amiable où on est entre nous et hors juridiction à un amiable qui n'est quasiment plus possible et plus envisageable devant la justice, parce qu'on ne voit plus les juges, parce qu'on plaide plus, etc. Moi, je me souviens, je suis pas très âgée, mais je me souviens d'il y a quelques années, quand j'ai démarré, où il y avait des choses qui se réglaient à l'audience, avec le juge, qui disait, bon, madame, qu'est-ce que vous voulez ? Monsieur, c'est quoi votre problème ? Bon, les avocats, là, vous me demandez ça, est-ce qu'on pourrait pas trouver une voie de garage, voilà. Et ça, on trouvait des solutions. Le code de procédure civile leur demande normalement, dans plus, je pense notamment aux procédures de liquidation, où le juge commis doit être ce qui est complètement désinvesti par certaines juridictions, notamment la nôtre. Là, pour le coup, c'est par manque de temps, par manque d'effectifs, par manque de formation aussi. Là, dans d'autres juridictions du ressort, à Lille, on est quand même rarement convoqué avec le notaire et les avocats des parties. Première chambre. La première chambre, c'est systématique. Mais est-ce que c'est peu le cas à la troisième, c'est-à-dire en liquidation de régime matrimonial post-divorce ou liquidation d'indivision. Après, tu peux le demander. Est-ce que c'est demandé et refusé ? Non, mais c'est une vraie question, parce que moi, pour le coup, je le demande. Et je l'ai. Alors, je ne le demande pas à chaque fois, mais j'ai du coup été convoquée. Mais est-ce qu'on ne s'attend pas à l'avenir que ce soit le rôle des avocats, justement, d'essayer de trouver la solution amiable et qu'on ait recours à la justice en tout dernier ressort. On nous pousse beaucoup à ça, et c'est d'ailleurs une manière de travailler différente et plutôt gratifiante et agréable, de mon point de vue. Vous êtes formé à l'amiable ? Je trouve que c'est une évolution. Des formations, enfin, je sais pas, c'est quoi, c'est un DU qu'il faut ? La formation est perpétuelle. Diplôme universitaire. La formation est effectivement en fait, il y en a plein des formations, parce que l'amiable, c'est plein de choses. C'est la procédure participative, le droit collaboratif, pour être la reconnu médiation. Médiateur, non c'est une médiateur, c'est un diplôme universitaire de médiation. Donc moi je ne l'ai pas personnellement. Moi non plus. tu peux aussi être formé. C'est en projet. C'est intéressant, etc. Enfin c'est le diplôme pour exercer en tant que médiateur, mais c'est pas notre rôle d'avocat. En tout cas, nous, on n'a pas vocation à recevoir les deux parties et à temporiser la parole de l'un et de l'autre. Par contre, savoir accompagner en médiation et connaître les bases que peuvent être l'écoute active, etc. C'est une compétence qu'on va devoir acquérir, en tout cas qu'on doit acquérir. Se mettre d'accord à 4 au final, trouver une solution à 4. Et vraiment, quand c'est pas possible, que c'est bloqué, que ce soit un juge. Et puis... Je
Ça se développe énormément. Je pense que c'est la stratégie de la justice en disant on va désengorger. C'est avoué, ça c'est une stratégie avouée. J'allais dire même clairement affiché, on est d'accord. Pas trop de suspense là-dessus. Et vous, c'est un rôle qui vous plaît ? Parce que quelque part, c'est un changement aussi. Oui, complètement. Moi, ça me plaît énormément. Moi, ça me plaît énormément et j'ai toujours plus ou moins pratiqué comme ça. Aujourd'hui, au-delà du fait que ça me plaise et que j'ai envie d'aider les gens et que je pense que je les aide davantage et plus rapidement en leur proposant de trouver un accord, au-delà de ça, les circonstances extérieures nous y poussent encore plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et notamment dans la juridiction lilloise, en droit de la famille, on a un problème chronique de délai, c'est-à-dire que vous voulez saisir un juge. Catastrophique. Vous voulez saisir un juge parce que vous n'êtes pas d'accord sur la garde d'un enfant ou sur qui conserve l'immeuble, etc. Vous avez une première audience dans 1 an. Donc forcément, fatalement, il va falloir se mettre autour d'une table dans l'intervalle. Et donc aujourd'hui, c'est plus systématique, plus systématisé que ça n'a pu l'être. Je le fais donc davantage et j'ai évidemment des interlocuteurs qui s'y prêtent bien plus volontiers qu'avant. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de faire, quasiment toujours essayé de proposer une réunion en début de dossier. Ça, et t'avais des refus ? Oui. Parce que tu dis ça s'y prête plus facilement. Ah ouais. Oui. Ok. Oui, j'avais. C'est vrai que ça paraît dingue maintenant. Ah, mais c'était même assez régulier. Les confrères qui me disaient on plaidera ça à l'audience. Oui, mais quid en attendant ? Mais l'audience était dans 2 mois et demi, donc en fait c'était moins gênant. Oui, puis c'était pas dans l'ADN quand non même. Plus. Ils voulaient. Moi, c'est-à-dire là-dessus aussi, j'ai vu un changement de paradigme. J'ai l'impression que quand j'ai démarré, on était quand même encore. Alors on était sur la fin avec le recul, mais on était encore sur l'image de l'avocat pugnace. Et ce qui était très valorisé, c'était un avocat pugnace. Qui est là pour taper du poing sur la table et voire agressif, en tout cas très énergique. Donc on était là-dessus et il en reste. Il en reste. Et donc les confrères et les consoeurs bâtissaient sans doute un peu leur réputation et leur savoir-faire et leur faire savoir là-dessus. Donc se mettre à 4 pour trouver une solution avec un client qui forcément en sortant n'a pas gagné entre guillemets sur tous les points. C'était un aveu de faiblesse. C'était pas leur façon de faire. Donc oui, j'avais des refus, je proposais des réunions et j'avais des refus, que ce soit sur les enfants, sur le patrimoine. J'avais des refus. J'en ai plus, enfin... Mais c'est vrai que t'as raison, les délais actuels font que, de toute façon, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer, y compris d'ailleurs avec des confrères ou des adversaires dont on sent que ça va être quand même compliqué. C'est-à-dire qu'on sait quand même, un petit peu à l'avance si vraiment c'est bien d'embarquer ou pas. C'est pour ça qu'il faut être formé, parce qu'il y a tout un pan sur les profils difficiles. C'est pas que les clients. Former et sensibiliser. Si la majorité des confrères est sensibilisée à l'intérêt de l'amiable et ça, des formations de sensibilisation qui vous expliquent les succès qu'on peut avoir, qu'on peut offrir à nos clients par ce biais, ça aide. Il y en a qui sont formés, mais pour autant dans leur pratique quotidienne. Je ne donnerai pas de nom. Et on ne sait pas le dire, mais on le Ça fait 10 minutes qu'on tourne autour du pot, c'était le message. Non mais voilà, non mais ça existe. Mais est-ce que justement c'est pas un problème un problème d'argent quelque part en se disant comment je vais facturer mon client si je ne lui vends pas des actes de procédure parce que faut arrêter de facturer à l'acte en fait. Parce qu'on n'a pas que ça à apporter aussi derrière un avocat qui pense un peu contre l'amiable. Moi je ne pense pas que ça a été le frein. Que quand il y a un frein, je ne pense pas que ce soit ce frein-là. Je n'en sais rien. Mais je n'ai pas cette impression. Un état d'esprit. Ça peut l'être, mais de manière extrêmement résiduelle. Que c'était un frein. Et à mon avis, sur des... Je vais passer du temps en réunion, il va rien en sortir. Facturer autant passer. Non, mais bien sûr. Et puis tu apportes quand même quelque chose. Enfin, je veux dire, quand tu traites les sujets juridiques à 4... des profils spécifiques. Oui. Voilà, on le sait. On donnera pas de nom. On donnera toujours pas de nom. On a envoyé un interview. On va attendre que les caméras soient coupées. Et après, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a des clients qui sont extrêmement réfractaires. Ouais, c'est vrai, ça peut être une demande client. Et des personnes qui sont très réfractaires. Mais est-ce que, justement, c'était ma question juste avant, donc je vous la pose, est-ce que c'est pas aussi responsabiliser les gens, parce qu'on est quand même en matière familiale. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui viennent et qui me disent, oui, pour la scolarité, on laissera le juge trancher.
Mais quelle insécurité. Enfin, tu rentres chez toi et tu expliques à ton enfant, je ne sais pas où tu seras en septembre, quelqu'un d'autre que tu ne verras jamais, qui ne connaît pas, qui ne te rencontrera pas. Et tu le sauras à la veille de la rentrée. Il va le décider et on espère qu'on aura l'info avant la rentrée. Mais quel parent fait ça ? C'est pour ça que moi, il y a des parents qui sont quand même dans une telle souffrance de la séparation qu'ils veulent faire souffrir. Oui, mais tu crois pas que c'est aussi... Ils se déresponsabilisent. C'est à nous de les responsabiliser. C'est un tiers qui va décider pour moi. Du coup, je n'ai pas cette responsabilité-là. Mais enfin... C'est-à-dire que ta vie, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de gérer... Boucler un accord est parfois perçu comme quelque chose qu'on offre à l'autre ou comme un aveu de faiblesse, l'un ou l'autre. Et ce sont deux choses que certains clients ou clientes se refusent à faire dans les premiers temps de la séparation parce qu'ils sont dans un état de souffrance important et que effectivement c'est une violence pour eux d'accorder quoi que ce soit à l'autre, à la partie adverse. Ce que j'entends bien volontiers, ce que j'accepte... Mais dans ce cas-là, je m'emploie à les convaincre. Ce qui peut me faire dépasser l'heure ou les 45 minutes de rendez-vous. Ouais, je comprends. Ce qui peut me faire Après, il y a une énergie. Temporalité, t'as raison aussi. Hein. Parfois, c'est juste dans ce cas-là, la colère qui parle. Plus rapide. Il faut se revoir après. Et puis, je crois qu'il y a aussi des motivations. Je suis assez convaincue que certains clients et clientes réfractaires, on peut aussi les convaincre par d'autres biais. On peut les convaincre en appelant au bien-être de leurs enfants. Bien sûr, c'est le premier argument. Et ça, c'est un argument massu parce que bien souvent, on est dans la colère absolue à l'égard de l'autre. Ils abdiquent d'ailleurs. Et en fait, la colère a pris tout l'espace. Et puis, elle est focalisée sur l'autre adulte, en fait. Alors que les dégâts qui vont être faits autour. Donc, ils n'ont pas toujours connaissance non plus. Les dégâts sur les enfants, nous, on a été sensibilisés parce qu'il y a beaucoup de formations qui nous expliquent sur le long terme les dégâts sur un enfant d'un conflit parental qu'on ne soupçonne pas. Même moi, en tant que praticienne en droit de la famille, j'ai été très surprise d'apprendre que ça pouvait engendrer. Que sur le long terme, ce sont des adultes qui ont des soucis physiques, par exemple, plus importants que d'autres adultes, qui ont des soucis de santé. Ça, ce sont quand même des choses que j'ai découvertes. Donc, en les sensibilisant à ça, avec des informations qu'on a pu nous recueillir dans le cadre de formation, on a quand même souvent affaire à des parents raisonnables et ils abdiquent, je trouve. Et puis, il y a aussi une évolution de la société. C'est-à-dire qu'il faut être très clair. Il y a quelques années, l'éveil de l'enfant, les dégâts que pouvaient faire les traumas d'enfance sur l'adulte, etc., c'était des thèmes qui étaient très usités en matière éducative, par les pédopsychiatres, etc., mais qui étaient quand même réservés à un milieu professionnel. Je suis enfant d'enseignant, donc je vois de quoi on se parle. Mais effectivement, c'était réservé à une petite partie des parents et des personnes. Et c'était lié à l'aspect professionnel. Depuis, on va dire, 20 ans, l'éveil de l'enfant, les questions en matière infantile sont quand même extrêmement développées. Les réseaux sociaux aussi ont fait beaucoup, avec beaucoup d'informations sur ces questions-là, sur ce qu'il faut faire, pas faire, ce qui est recommandé de faire, etc. Et pour le coup, les gens sont aussi beaucoup plus sensibilisés à ces questions-là. Mais c'est là où on voit que notre profession, enfin notre contentieux, c'est-à-dire le droit de la famille, est quand même un colle à l'évolution sociologique dans beaucoup de domaines. Ah oui, ça c'est sûr. Et on doit absolument, en tant que praticien quotidien de cette matière, être à la page, quoi. Être à s'adapter. jour, se former, s'adapter. Et effectivement, on a vu, voilà, le travail des femmes a fait bouger les choses sur l'organisation, sur les décisions par voie de conséquence, des portables pour les gamins. Combien de fois maintenant dans les dossiers on a des problématiques avec des ados qui ont des problématiques d'addiction aux écrans, aux jeux vidéo, des problématiques avec le portable. L'un voulait qu'elle ait un portable et l'autre voulait pas. Donc on est là à régler. Pas à tel âge, c'est des problématiques qu'on réglait pas il y a encore 10 ou 15 ans. Évidemment. Nous, on a eu un portable à 18 ans. Alors, c'était des questions qu'on se posait pas. On se doit de suivre, mais ça fait partie des choses très intéressantes. C'était pas un sujet juridique. Nous, ça fait partie des aspects très humains et très intéressants de notre métier, ce qui fait qu'on... Et très concret. Très concret, ce qui fait qu'un avocat en droit de la famille se lasse, à mon avis, assez rarement de son activité, parce que ça fait quand même partie... Voilà, et puis c'est tout le monde, le droit de la famille. C'est l'enseignante de vos enfants, votre boulanger, votre garagiste, le chef d'entreprise que vous avez rencontré par ailleurs. Enfin voilà, c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tu m'enlèveras pas de l'idée qu'il faut quand même avoir envie de traiter la famille, l'être humain. Il faut une appétence. Mais non, mais parce qu'à l'inverse, tout le monde se dit, il y a quand même beaucoup de confrères qui se disent, mais c'est tout le monde le droit de la famille. C'est ton boulanger, c'est ton boucher, c'est ta cousine.
Mais fais-le que si t'aimes ça, en fait. Évidemment. Ne subis pas les problèmes des autres pour les prendre à moitié parce que c'est simple, parce que c'est pas si technique que ça, c'est que des faits. C'est parfois des faits, mais des faits qui ont des conséquences juridiques qu'il faut peser. L'indemnité d'occupation, quand il y en a un qui est parti, il a remis les clés, il n'a pas remis les clés. Anticiper. Exactement, et c'est une vision calibrée, plus globale que juste Pierre qui a trompé Jacques et voilà, fin de l'histoire. Et il faut aimer quand même, je suis d'accord, il faut aimer et pas se lasser. Et pas être saoulé par cette histoire de portable parce que la gosse a 13 ans et parce que c'est un vrai sujet en fait et qu'on va t'en parler effectivement 20 minutes alors que tu vas pas forcément pouvoir le régler. Le portable, il est acheté et il se met à dos sa gosse. Donc, mais t'essayes de désamorcer ça parce que justement, t'as pas envie que l'enfant en pâtisse, que t'as pas envie que ça devienne un sujet parce que finalement, on peut peut-être remettre l'église au centre du village, mais il faut aimer quand même. Tu vois, tu dis, on se lasse pas si on aime. Il y en a qui subissent. Je crois qu'il faut pas arrêter de subir. Dans une matière pour laquelle on est fait ou on n'est pas fait pour ça. Ah, je suis d'accord. Et il y a d'autres matières qui sont comme ça. Le droit pénal, c'est exactement ça aussi. Le droit pénal, il faut être fait pour ça. Pareil, vous devez sans arrêt. Toujours être très spécialisé. Mais nos confrères qui vont aux assises, etc., il faut aller les porter, ces dossiers-là, quel que soit d'ailleurs le côté où vous êtes. Exactement. Mais c'est vrai que le droit de la famille, c'est une matière aussi qui est vue un petit peu comme une matière résiduelle, pratiquée un peu comme ça. Oui, je fais quelques jaffes. Bon, une fois qu'on est, j'ai envie de dire, les deux pieds dedans, on sait que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe et que c'est pas cette appréhension-là qu'on peut avoir de la matière. Mais on a la chance d'avoir un contentieux qui est pour moi moitié humain, moitié technique. Complètement. Je pense que le droit du travail, ça doit être assez comparable. Moi, j'en ai jamais fait, mais à mon avis, on doit. Mais c'est aussi pour ça qu'on le fait. Je pense que côté salarié, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Et donc, on peut passer une après-midi à se prendre la tête entre le BOFIP, le code civil ou des choses comme ça, et c'est assez enrichissant, plaisant. Et on peut aussi passer des après-midi de rendez-vous à remonter des gens au cric parce qu'ils sont pas bien, avoir l'impression que ça fonctionne au moins en partie. J'aime bien cette expression. Et c'est gratifiant. Tu penseras la prochaine fois. Oui, je vais la ressentir, je te donne. Tu vois tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Absolument. C'est très imagé. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. Bah oui. On gonfle le. Et on se sent très utile et c'est vraiment passionnant. Bon, je pense que vous avez fait naître des vocations. On espère. Qui sait. Rendez-vous dans nos étudiants ou autres qui vous écouteront se diront bah oui, le droit de la famille ça peut être une voie, surtout que en tout cas moi je me souviens à la fac moi c'était fin des années 2000 c'était il y a quelques années où justement au contraire ils disaient que le droit de la famille c'était une matière qui était bouchée parce que tous les avocats faisaient du droit de la famille et donc il fallait surtout pas aller sur ces matières là mais qu'il fallait plutôt aller sur du droit public, du droit de la santé, des matières où il y avait moins d'avocats. Moi on m'avait dit nouvelle technologie. Je crois qu'il propriété intellectuelle. C'est ça, tu vois, on y est. Avec le rendez-vous en ligne. Du coup, t'as ouvert un LinkedIn 10 ans après. C'est ça. Je dis, je me suis fait un conseil. Sur les réseaux sociaux, c'est hyper nouvelle technologie, moi je trouve, franchement. Non, mais par contre, c'est sûr que c'est une matière enfin, autant, oui, c'est une matière qui peut paraître bouchée, quoique, bon... moi, je crois pas. Je crois pas. Mais c'est comme parce que ça concerne tout le monde, ça apporte peut-être un truc en plus. Je crois surtout que c'est une matière pour laquelle il faut être sûr d'être fait pour ça, parce que sinon, c'est violent. Enfin, c'est violent. Ah oui, je suis d'accord. Et puis... Moi, j'ai toujours considéré, mais je ne sais pas ce qu'en pensent mes consoeurs, moi, j'ai toujours considéré que, pour le coup, c'est une matière qu'il fallait exercer en étant assez solide. C'est-à-dire que je me dis quand même qu'au vu des situations humaines qu'on est contraint de gérer au quotidien, à minima 5 jours par semaine, voire 6, voire 7 parfois... qui peuvent aussi déraper. Voilà. Moi, je suis complètement d'accord avec Si on n'est pas soi-même bien ancré, bien solide, la tête sur les épaules... Et moi, je rajouterais... Je suis d'accord qu'il faut être solide et je rajouterais même qu'il faut être au clair. C'est-à-dire qu'il faut, tu ne peux pas transposer sur tes clients ou tes clientes le divorce de tes parents ou le tien ou ta souffrance d'enfance, ce que j'ai déjà vu chez des juges aux affaires familiales. Sans doute à leur corps défendant, mais évidemment. Et chez des confrères et des consoeurs. Et chez des confrères et des qui plaident leur divorce pendant 20 ans. Moi, j'ai déjà vu des confrères... qui plaident qui transposent pendant 20 ans leur histoire. 1 heure en disant j'ai fait ça, j'avais l'enfant... Et moi, ça m'avait donné le vertige en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais là-dessus, il vit son dossier. Je pense que j'aurais dit attendez parce que mon confrère vient de plaider son dossier, si on pouvait passer du coup au monsieur, madame, monsieur, parce que moi j'interviens pas contre, enfin je suis pas dans cette affaire. Mais ça m'est arrivé de dire à une consoeur, écoute, j'ai l'impression que
que c'est toujours ton divorce. Parce que j'ai eu plusieurs dossiers avec elle, et à chaque fois, c'était la même histoire. À vif. Enfin, c'était toujours très, très à vif. Je disais, mais j'ai l'impression qu'on complète toujours ton affaire. Oui. Un confrère. Ben, je lui ai dit doucement, enfin, j'ai essayé, et ça lui a fait prendre un peu de recul. Tout de suite, elle s'est arrêtée, effectivement... c'est redescendu un petit peu pendant quelques temps. Mais il y a des gens qui ne sont pas au clair, et là, ça doit être une souffrance. Et puis en plus, je pense qu'on fait du mal. Je pense qu'on fait des dégâts. Ah bah, évidemment, mais je pense aussi. Puis on sait aussi que la personnalité des confrères dans les dossiers fait énormément. T'as plus cette hauteur-là. T'es quand même censé prendre du recul sur une histoire qu'on te raconte pour l'analyser juridiquement, donner des conseils, etc. Puis rester à 100% sur le dossier sans y ajouter quelque chose d'autre. Donc il faut qu'on soit effectivement solide. Et puis rester professionnel, en fait. Les soucis de nos enfants, et puis assez professionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est avant tout des professionnels. On a beau être en très grande proximité, et c'est pour ça que, voilà, je rebondis sur la discussion de tout à l'heure, où on disait, forcément, s'il a besoin de parler pendant 20 minutes de cette histoire de... Voilà, bon, on laisse les gens parler, mais on reste des professionnels. Enfin, la distance, il faut qu'elle soit très claire. On ne peut pas adopter leur souffrance, leur colère, leur envie d'en découdre, parce que là on va dramatiser leur dossier. Dans le mur. Mais ça tient à votre personnalité, je pense. Parce que moi, par exemple, j'aurais beaucoup de mal. Moi, j'aurais énormément de mal. Quelqu'un viendrait me voir avec un problème. Mais toi, on a bien compris que tu n'aimais pas parler aux gens, donc déjà... Toi aussi, tu aurais du mal. Non, mais c'est pas... Je pense pas, parce qu'intellectuellement, on se dit que c'est forcément difficile. Moi, mes amis me demandent à longueur de temps si je n'ai pas de la peine pour mes clients ou mes clientes, si ça m'empêche pas de dormir. Ouais, mais moi, j'ai besoin de m'approprier le problème, en fait. Moi, j'aurais besoin de me l'approprier pour être efficace. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, quand quelqu'un vient me voir avec un problème... C'est toi qui plaides avec les jeux. et pour être efficace, en fait, je suis obligé de me l'approprier, ce problème. Mais je pense j'aurais beaucoup de mal à... Ça, c'est l'expérience. Ah, voilà, c'est-à-dire qu'avec l'expérience, on a la distance. Sur les 3-4 premières années... Au début, tu prenais de plein fouet les dossiers, c'était les tiens, c'était... Oui, bien sûr. Moi, moi, oui. Alors moi, paradoxalement, il y a une perméabilité qui arrive maintenant, qui était quasiment absente au début. Moi, c'est plutôt l'inverse. Oui, non, mais je ne m'y attendais pas. Je m'attendais en vieillissant à être de plus en plus cool. Et en fait, alors c'est rare, mais à la marge, parce qu'on rencontre quand même, il faut le dire, des situations quelquefois ubuesques et dramatiques. Enfin, on voit des choses, des gens vivent des choses. Dans une détresse absolue. Dans une détresse totale. Ils vivent des choses qu'on n'imagine pas, et puis ils nous le racontent à 40 cm de distance. Donc effectivement, il m'arrive, c'est assez rare, mais il m'arrive quand même j'ai 2-3 dossiers en tête que je porte un peu. Que je continue à porter un peu, qui ne s'en vont pas en claquant la porte du cabinet. Moi, c'est un peu l'inverse. Moi, j'allais dire, ça va plus être... C'est pas des dossiers, ça va être des événements. Il va se passer un truc, tu vois, le truc qui dérape, ou que t'as pas vu venir, ou ça s'accélère, alors que clairement, on avait blindé les choses. Ça va me... Je vais le porter un peu. C'est-à-dire que je vais pas être hyper cool avec mes enfants le soir si à table, on n'a pas débarrassé. Mais c'est un vrai sujet, parce qu'on n'a pas... Mais c'est plus des événements. C'est pas tout le dossier que je vais porter. Je comprends ça. Et pour le coup, il y a aussi le fait qu'on peut perdre des clients, malheureusement. Ça, par exemple, c'est pour ça que je parle d'événements. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de le porter toute ma vie. Ça, c'est des choses qu'en tout cas, moi, je vis encore extrêmement difficilement. Mais vis-à-vis desquels j'ai la sensation quand même qu'avec l'expérience, je réussis à prendre une distance que je ne prenais pas avant. Il nous manque quand même un endroit où déposer. En tant que profession libérale, en entreprise, où je sais que dans la magistrature, dans certains... parfois, tu as des groupes d'analyse de pratique ou des choses comme ça, c'est l'occasion aussi de... mais c'est quand même à la marge. Et c'est peu institutionnalisé. Je sais que dans certains services du tribunal... ils ont une supervision une fois par mois ou une fois tous les 2 mois avec des professionnels qui viennent, il faut une table ronde. Il y a un psychologue notamment, je crois, et puis quelques autres professionnels. Et ils déposent éventuellement les choses très lourdes qu'ils ont pu avoir dans certains services où les juges sont confrontés par la nature du contentieux qui traite à des choses très difficiles. Et nous, déjà, on est en libéral, donc on est toujours un peu seul quand même dans ces domaines-là. On a des institutions ordinales, on ne prend jamais le temps de faire quelque chose qui sort du cabinet. Voilà. Mais peut-être qu'il faudrait envisager, alors une fois par mois, c'est colossal, mais de temps en temps, ou à la demande, une supervision, ou une table ronde, ou quelque chose où on puisse déposer un petit peu.
J'en ressens pas un besoin hebdomadaire ni même mensuel. Non, mais c'est une réflexion sur des événements spécifiques. Une fois de temps en temps, je pense que peut-être que je me serais allégée très vite en discutant dans une table ronde avec un psychologue et 5 consoeurs ou confrères. Après, c'est un peu le rôle du conjoint aussi. Qui prend... c'est vrai. Alors, évidemment, et puis il y a aussi le rôle, mais c'est pour ça, moi, j'ai pas le même ressenti, il y a aussi le rôle de l'expérience. C'est-à-dire que, typiquement, moi, quand j'ai démarré, en plus, je faisais beaucoup de droit pénal et puis, pour le coup, des dossiers très, 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 très lourds. Donc, j'ai été projetée dans ce monde qui est un monde hors de notre réalité de tout à chacun. Enfin, tant mieux, de quotidien. Oui, voilà, et heureusement. En voyant aussi, en travaillant sur des dossiers, en voyant des images, en voyant des choses, en recevant les gens qui ont vécu des drames absolus. Voilà, il faut à 26, 27 ans, quand on démarre et qu'on est un bébé avocat, comme j'ai souvent tendance à dire, avec du lait qui nous coule du nez, il faut quand même être outillé, quoi. Et bizarrement, pour moi, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, ça m'a outillé. Parce que, pour le coup, moi, je me suis un peu... créer une carapace, en tout cas des outils. On a renforcé un peu la carapace. Oui, on a renforcé un peu la carapace, et heureusement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a en tout cas, me concernant, j'arrive à prendre une distance un petit peu plus importante, même s'il serait totalement faux de dire que je ne rentre pas parfois... avec ça dans mon sac en rentrant, et que j'ai pas des choses qui m'ont contrariée, des gens qui sont vraiment dans des détresses extrêmement importantes, ou bien parfois où on n'a pas la décision attendue et où les gens, c'est un drame. Et on est nous le vecteur de l'annonce qui va pulvériser leur vie et leur rapport à leurs enfants, etc. Et puis après, en droit de la famille, on atteint aujourd'hui plus ou moins l'âge de nos clients. C'est-à-dire que quand on a 25 ans, on divorce des gens qui ont des enfants, c'est pas notre cas quand même. Donc on n'entrevoit pas toujours très bien ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et pourquoi ils sont dans cet état de panique. Forcément, aujourd'hui, à l'âge qu'on a, on est dans une tranche d'âge où on a souvent l'âge de nos clients, avec des enfants qui ont à peu près l'âge des nôtres. Enfin, on se rapproche un petit peu de la typologie sociologique de notre clientèle. Et ça peut sans doute jouer un peu sur le fait que quelquefois j'entrevois davantage la souffrance ou les soucis que peuvent avoir mes clients, mes clientes. Dire qu'on rentre sans reprendre sans avec jamais aucun bagage, sans rien, ce serait totalement faux. Peut-être des confrères y arrivent-ils, en tout cas moi c'est absolument pas mon cas. Mais personnellement ça ne me pèse plus. C'est-à-dire que j'arrive à un moment donné à dire stop, on s'arrête, voilà, c'est pas ta vie. Ce qui est une bonne chose pour tes clients. Il faut rester froide et tranquille. C'est pour ça que... Il faut rester pas froide, mais enfin, je veux dire... il faut rester professionnel. Et c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, il me paraît vraiment important de rester en restant pas focus. Service en hurlant. On n'est pas leur ami. On n'est pas là pour écouter les doléances, machin. On est professionnel et on est dans l'efficacité professionnelle aussi. Il faut attiser ni la douleur ni la colère. Là, il faut plutôt l'éteindre. Et donc là, on doit quand même... Et renvoyer vers des professionnels dont c'est le métier. Moi, exactement. On a tous un panel, enfin peut-être pas tous, mais on a un panel de professionnels 8 fois sur 10, je donne des noms de psychologues, pédopsychiatres, d'hypnothérapeutes, de médiateurs, Enfin voilà, à un moment donné, chacun son métier et il faut être conscient qu'on porte pas tout non plus. Et on élargit d'ailleurs. C'est vrai que moi j'ai évidemment depuis le début envoyé les gens qui étaient en grande souffrance vers des psychologues ou des psychothérapeutes. Aujourd'hui, je rajoute souvent la carte médiation, quoi. J'ai quelques noms de médiateurs et de plus en plus, je leur dis, vous savez, ça vous semble logique aujourd'hui de vous offrir quelques séances de psychologue parce que, voilà, je pense que vous pouvez vous offrir aussi quelques séances de médiation. C'est un petit budget, mais dans l'intérêt, finalement, de vos enfants, de l'avenir de votre communication avec le père ou la mère de vos enfants. Ça vous semble naturel de vous offrir quelques endroits de soupape. Ça me paraît tout aussi pertinent. Et voilà, les médiateurs, c'est une carte que j'ai rajoutée dans les propositions que je leur fais. Et on est aujourd'hui de plus en plus nombreux, à le faire. Il pourrait avoir ce réflexe. Ouais.
Bon, bah écoute, on arrive au bout de cet épisode. Merci beaucoup, c'était très intéressant, passionnant. Beaucoup, David, je pense que vous avez fait naître des vocations. Je me pose limite la question de passer le barreau. Viens, David. Allez, on est là, on attend. Mais il n'y a pas beaucoup d'hommes en plus. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'hommes. C'est vrai que c'est plus féminin, mais bon, en même temps, dans les études de droit, il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Donc, c'est vrai. Bon. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. Et on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt. Merci beaucoup.